En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur VAE, validation des acquis de l'expérience. En novembre dernier, j'ai eu la chance de réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis la création de ce podcast. Partir en immersion à la rencontre d'entraîneurs et de formateurs français sur leur terrain de jeu. Tout a commencé début 2022, lors de l'enregistrement de l'épisode 37 avec Stéphane Adamietz, directeur sportif du club de Yamoussoukro FC en Côte d'Ivoire. On s'était alors promis que j'irais le voir sur place, pour découvrir de mes propres yeux ce qu'il me racontait. Quelques mois plus tard, me voilà donc parti à Abidjan et Yamoussoukro pour un voyage immersif incroyable. Dans ce troisième épisode de la série spéciale Côte d'Ivoire réalisée suite à ce voyage, j'échange avec Pascal Théo, grand formateur français. Pascal a commencé sa carrière dans le foot à Caen, tout d'abord en tant que joueur avant de devenir éducateur, responsable de la formation, directeur du centre de formation et enfin entraîneur principal de l'équipe pro. À 46 ans, après toute une vie consacrée à son club de cœur, il décide de quitter Malherbe pour le continent africain. Il découvre alors la Côte d'Ivoire en tant que directeur de l'académie Mimosifcom, l'académie de la SEC Mimosa. Puis le Maroc en accompagnant Nasser Largué à l'académie Mohamed VI, académie récemment exposée de par le parcours du Maroc durant la Coupe du Monde 2022. Voilà quelques années qu'il a repris son travail en Côte d'Ivoire avec son ami et directeur général de la SEC, Benoît You. Bonne écoute. Bonjour Pascal Théo, comment vas-tu? Ça va, donc Pascal Théo, 65 ans. Directeur actuellement de l'académie. J'ai fait un premier passage en 2002 jusqu'en 2008. Et puis la SEC m'a rappelé en 2017. Donc on peut dire que ça fait 6 et 5, 11. Ça fait à peu près 12 ans que je suis là. Avec un passage au Maroc entre deux, pendant un peu plus de 7 ans, à l'Académie royale du Maroc. Donc le parcours, il est très très simple. Je suis né à Malherbe. Je suis né... Non, à Malherbe. Oui, mais à Malherbe, parce que je suis né à 200 mètres du stade de Venoy, l'ancien stade de Caen. Hein. Donc à 3-4 ans, j'ai fait mes premiers pas là-bas. Et je suis rentré au club, bref, chez les petits. Et j'ai duré 37 ans dans le même club. Hein. Donc j'ai connu qu'un seul club. Un seul club, c'est le stade Malherbe de Caen. Donc j'ai eu le privilège et la chance de jouer dans toutes les équipes du club, sauf une, les féminines, bien sûr. Et j'ai eu le privilège d'entraîner toutes les équipes du club. Dont les féminines? Non. Okay, enfin, dont les féminines. Je me souviens quand j'étais gamin, faire des échauffements, échauffer la gardienne, sauf les vétérans. Okay. Je n'ai jamais voulu entraîner les vétérans. Mais en fait, comme j'ai commencé à entraîner à 16 ans, parce que dans ce temps-là, on était pris par la passion et le contexte pouvait qu'on pouvait avoir 16 ans, 18 ans, 20 ans, jouer presque en équipe première et jouer en équipe première à 17 ans, 18 ans, comme ça a été mon cas, mais en même temps avoir un job ou deux jobs complémentaires parce que l'argent n'était pas dans le foot comme maintenant. Soit on était pro en première division, soit on était en deuxième division. On pouvait être pro, mais on pouvait être amateur. Et il fallait, la paye de joueur ne suffisait pas pour vivre correctement, quoi, en deuxième division à l'époque. Donc il fallait avoir un job, des fois deux jobs. Donc moi à 16 ans, pas pour le besoin d'argent, mais par l'amour du foot et la passion de l'enseignement. À 16 ans, j'ai commencé, j'étais cadet deuxième année, j'ai commencé à entraîner les jeunes. On m'a mis, je suis arrivé, comme je traînais depuis l'âge de 3-4 ans autour des terrains et que je ramassais les balles à tout le monde, un jour, un coach a dû me dire, viens m'aider, quoi. Donc, je me souviens même que j'étais cadet et j'entraînais les juniors. J'étais adjoint au coach junior. Donc, c'est rare, on peut pas imaginer ça maintenant. Donc après, j'ai joué dans toutes les équipes, jusqu'en équipe première pendant 12 ans. Et donc, le côté unique qu'on peut dire chez moi, qu'on retrouve pas chez les autres, c'est que dans le même club, j'ai entraîné et joué partout. Okay. Donc, et ça, on peut pas... le club, du coup. Donc j'étais quand même, on parlait de Giroud tout à l'heure, mais j'étais le Giroud de la basse Normandie.
inévitablement le Guiraud. J'étais capitaine de l'équipe première en 2e division et j'étais responsable de 550 gamins à l'école de football avant jusqu'aux cadets nationaux, avec 50 délégués d'équipe, etc. Quoi. Fallait que je manage ça. Donc j'avais 18 ans quand le club m'a confié la responsabilité totale de tout le secteur jeune de Caen. J'avais 18 ans. Incroyable. Parce que ça faisait déjà 2 ans. Et j'étais toujours là, et un jour le coach dit, le responsable partait pour son travail, et le coach de la première dit, mais pourquoi vous ne mettez pas? Et les dirigeants disent, mais il est jeune, mais oui, mais il est comme ça, il est là, et il fait bien, moi j'aime bien. Donc, ils m'ont mis à 18 ans. D'accord? Et quand j'ai arrêté de jouer, j'ai commencé à prendre ce que je pouvais pas prendre ailleurs au point de vue horaire, les cadets nationaux. On m'a mis au centre de formation, on m'a mis adjoint au pro, je suis revenu au centre de formation pendant 7-8 ans, et un jour, comme ça se fait, on est propulsé malgré soi dans les pros, chose que j'avais jamais voulu faire parce que j'en avais trop vu dans le même club partir. Et quand on rentre chez les pros, on met son arrêt du club, quoi. Quand on commence à prendre une équipe pro, il y aura forcément une sortie tôt ou tard. Ça ne revient pas. Tôt ou tard. Donc moi, je voulais pas sortir de mon club. Ça faisait 30 ans que j'y étais, 35 ans. J'avais aucune idée, aucune pensée. Donc 2-3 fois, on m'avait sollicité et poussé un peu. Et à chaque fois, c'était un non catégorique parce que je savais que 6 mois ou 5 ans après, j'allais sortir du club. Bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis resté un peu plus de 3 ans et je suis sorti du club après une mauvaise série, privatisation, machin, changement de dirigeant. Voilà, donc 37 ans dans le même club. Quand j'y suis sorti en 2000, aucune envie d'entraîner en France, ailleurs, tout simplement. Donc je suis resté 1 an et demi à donner des cours avec la Ligue de Basse-Normandie, passer mon BEPF, la fin de mon DEPF à l'époque. Voilà, j'ai passé la fin, il me restait une dernière partie à passer, mais aucune envie parce que j'avais tout fait à Caen comme Guiraud à Auxerre, j'avais tout monté, tout bâti. J'avais vraiment pas l'envie de refaire. J'aurais pas pu refaire la même chose que ce que j'ai fait chez moi. C'était mon quartier, c'était mon Malherbe à moi, et aucune envie. Et puis au bout d'1 an et demi est venu un peu dans ma tête, et puis ça s'est bien tombé avec l'UNECATEF, cette proposition de l'Afrique et de la SEC. Et CATEF était un peu inquiète pour moi, il me disait, Pascal, pas normal, ça fait 1 an et demi et il répond pas. Club de national, Ligue 2, qu'il demande, il répond même pas, il en veut pas. Il y avait Angers avec Philippe Doucet, il y avait Rouen, il y avait Le Havre, il y avait des clubs qui m'ont contacté, et je répondais pas. Je dis, je dégageais en touche, j'avais pas l'envie. Voilà. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, le cordon ombilical que j'avais avec mon club, il fallait le couper. Et comment le couper? C'était prendre l'avion et venir à 6000 km. Et déjà dans l'avion qui m'emmène ici, je suis un peu en sueur parce que j'ai peur de me louper ici. Parce que je devine dans l'avion, enfin, c'est ça, quoi. C'est ça qu'il me faut. Quand je suis dans l'avion, tu vois, et là tout d'un coup, j'oublie Caen, j'oublie Malherbe, j'oublie tout ça. Au bout d'1 an et demi, je me dis, putain, là, faut pas que je me loupe. Parce que si je me loupe là, c'est fini, quoi. Je vais plus. Et en fait, quand je débarque, changement de vie, mais complètement total, etc. Quoi. C'est en 2001 2001. Donc, il m'appelle ici en 2002. J'arrive en 2002, en août 2002. Et un autre Abidjan que ce que je vois ici aujourd'hui, ou une autre Oui, mais ça n'a pas duré longtemps parce que le premier coup d'État est arrivé en 2002, au bout de 15 jours qu'on était là, par hasard avec Benoît, on se connaissait pas. Lui, il est coincé par le coup d'État et moi, je suis coincé ici. Et il ose appeler le club et il a réussi à m'avoir, je sais pas comment, au téléphone, et on se rencontre là, comme ça. Et on s'est plus quitté. Je le prends à l'académie, on va faire les détections, etc. C'est une histoire de fou. Lui, il a une histoire incroyable. Il vient comme ça, et maintenant aujourd'hui c'est le directeur. Comme ça, général. il prend sa pirogue là, il traverse le truc, il dit, on se connaît pas. Hein. Il dit, moi je viens de Paris, on devait monter avec mon père un truc dans l'hôtellerie, je sais pas quoi, et je suis coincé chez moi depuis 10 jours, et j'ai lu dans la presse que l'académie reprenait avec un Français. Il ose appeler comme ça. Fallait appeler, hein. Et moi, j'ai dit, écoute, viens, on va se rencontrer. Il vient à 14h, on s'est plus quitté. Et il a fait 8 mois de bénévolat.
Il a fait toute la saison bénévole, donc je l'ai mis à l'école, la création de l'école, je l'ai mis à l'administratif, aux finances, et je l'ai mis également sur le terrain avec moi, avec les petits, les 18-20 gamins qu'on a pris au départ, quoi. Donc ça a commencé comme ça, l'histoire à Benoît. Et après, il a été tellement brillant que le président se l'est accaparé, et là, on s'est un peu quitté, d'accord. Bon, ce qui fait que Benoît, et tous les matins, quand je reviens, je remets Benoît à ses premières amours qui sont d'être éducateur, parce qu'à Paris, il était au PUC ou je sais pas quoi, un petit club, il entraînait les gamins. Donc, voilà, donc là, le directeur général de la SEC, il est sur le terrain le matin avec toi. C'est d'abord pour lui, ça doit lui faire énormément de bien entre 6h30 et 8h30. C'est une bonne entrée en matière. C'est une bonne entrée en matière, il crie, il se défoule, et bon. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que j'ai plus un seul mail à échanger, j'ai plus une réunion à faire. On se voit 2 heures tous les matins, 2 heures, 2h30 tous les matins. Donc avant l'entraînement, on échange. Après l'entraînement, on échange. S'il y a un problème de discipline, d'école, je le déclare. Il sait tout de A jusqu'à Z. Et il connaît tous les gamins du club, tous les joueurs, parce qu'il s'occupe de leur sortie, mais de leur entrée. Et moi, je le mets au plus petit. Les 12 ans qui rentrent, comme ce matin, tu as vu, je le mets spécifiquement là-dedans, parce que, c'est un très bon éducateur. Et 2, il a la connaissance de ceux qui rentrent. Donc après, il les suit tranquillement, il les connaît par cœur. Et après, il les vend, il les fait sortir. Quel club c'est pas souvent. Et pour moi, c'est une mine d'or. En France, il n'y a pas dans notre club le DG qui entraîne le matin des gamins de 12 ans. Il faudra mener une enquête, mais ça m'étonnerait. Mais ça, encore une fois, c'est une mine d'or. Parce que c'est un raccourci terrible, tu vas droit au but, quoi. Je sors le matin, il est 6h30, il arrive. Et on peut parler 20 minutes de tout, quoi, de tout. Donc, il n'y a plus de perte. Tu te dis pas, dans 3 semaines, il faut qu'on fasse une réunion, il faut qu'on se voit, prépare-moi ton bilan. Voilà, nous, c'est au jour le jour. Mais ici, je vois, quand j'ai pu échanger avec beaucoup d'éducateurs, beaucoup de coachs, peut-être que c'est la même chose dans d'autres pays ou même en France, je ne sais pas. Mais ici, je vois, il y a une abnégation au travail. Vous êtes là de 6h du matin jusqu'à 20h, ça travaille, quoi, dans le club. Je ne sais pas si c'est ça partout, mais ici, ça m'a impressionné. Très tôt, en plus, vous commencez vu la chaleur, mais c'est pas que vous finissez à 15, vous finissez très tard aussi. Donc, c'est une vie dédiée au club, dédiée complètement au football des jeunes, football des jeunes. Il y a la chaleur, mais on s'entraîne 8 fois par semaine. Les petits, là, s'entraînent 6 fois, les petits à 12 ans. 6 fois, c'est énorme. C'est au moins 2 fois plus qu'ailleurs. Et 8 fois, c'est au moins 2 fois plus qu'ailleurs. Ah ouais. Et c'est pas simplement la chaleur, c'est le rattrapage. Le rattrapage, ce qu'ils apprennent au quartier est fantastique, mais ce n'est que 5% du football au quartier. Sans chaussures, sans aire de jeu, sans matériel, sans vrai formateur, sans vrai contenu de travail. Ils font admirablement, mais que 5%. Donc très vite, à 12 ans, là on a fait du lift ce matin, t'as vu la fin de séance, on oblige à lifter, bon, pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur. Mais il faut énormément de temps. Donc, il nous faut 6 à 8 séances par semaine. Il faut qu'on rattrape ici. Ils sont doués, mais il faut les construire, il faut les fabriquer, les joueurs. Il faut leur apprendre des gestes spécifiques, etc. Donc, c'est vrai qu'ici, on a un rythme de travail football, plus un côté social, éducatif qui est extrêmement développé. C'est bien de dire on forme l'homme, ok, mais c'est vrai que nous, on croit... Moi, j'ai toujours cru quand j'étais à Caen à mes premiers débuts. J'ai été baigné par Michel Hidalgo, la suite d'Albert Batteux. Moi, j'ai été baigné par ces philosophes, ces amoureux du beau jeu, du jeu pour le jeu. Je suis un élève, je suis un disciple, je suis un descendant de ces gens-là, tout simplement. Donc, déjà, mes premiers pas d'éducateur ont privilégié l'homme. Et on a toujours pensé que plus l'homme grandit, plus le footballeur aura de chance. Plus la chance de footballeur sera grande. C'est ça la phrase. Comme ça. Mais ce n'est pas qu'une phrase. Parfois, tout le monde le dit, ça fait bien. Mais ici, non. On a 6 séances pour les petits ou 8 pour les grands de football. On leur apprend le karaté. Le jeudi après-midi, ils font du théâtre, du chant, de la danse et piscine. Tout ça, c'est pas pour s'amuser. C'est pour rendre le joueur plus fort. Donc tout ça, ne pas avoir peur de l'eau, devant le but... t'amènes une maîtrise de soi, une confiance en soi. Le karaté pour les chocs, pour les chutes. Tu vas monter à la tête là-haut si t'as pas peur de tomber. Le karaté judo, tu vas apprendre à tomber. Tout ce qu'on fait, théâtre, t'as beaucoup de gamins qui n'osent pas te parler, qui bégayent.
qui sont Très d'une timide, timidité maladive ici, parce qu'ils ont une éducation très très compliquée, très difficile, pas d'école, déscolarisés. Donc à chanter, à danser ensemble, tu permets aux jeunes. Donc on est extrêmement sur ces valeurs-là. Ça accompagne vraiment le foot. C'est tout à côté, quoi. Je suis obligé de te parler de ça parce que quand même, t'es arrivé juste après cette période de Jean-Marc Guillot ici. Qu'est-ce que ça t'a... Quand t'es arrivé, c'était quoi se passer par rapport à toi et comment tu l'as vécu? Je connais par un reportage télé Antenne 2 le reportage. Je l'avais d'ailleurs enregistré, donc je l'avais dans ma tête. Et puis c'est tout. Moi j'arrive, je pense 2 ans après la sortie de Jean-Marc Guillot. Hein, ils se sont déchirés avec le club. Problème comme d'habitude. Ouais. Hein, moi c'est pas mon truc ce domaine-là. Moi je suis un éducateur. Je parle pas contrat. C'est pas mes joueurs. Moi je les forme en tant que formateur. Et quand ils me quittent, je les vois plus. Je vais voir aucun entraînement. Je vais voir aucun match. Si je veux les voir, je branche ma télé, je regarde, mais je ne m'en occupe plus. Et je reste vraiment dans mon truc à moi. Je vais ni dans le business, ni dans les contrats, ni dans les transferts. C'est Benoît est le président, c'est eux les directeurs du club. Moi, je suis le formateur du club. Donc, je m'arrête de A jusqu'à Z à mes missions de formateur. Donc, en fait, quand j'arrive, je suis au courant de rien. Vraiment de rien. À un moment donné, au bout d'un mois, il y a Youssouf Fofana, l'ancien joueur de Monaco, qui a été formé par Jean-Marc Guillot, à Sec Jean-Marc Guillot. Arsène Wenger le prend à Monaco, etc. Et Youssouf était gentil comme tout avec moi, il m'accueille bien. Et puis à un moment donné, je dis j'aimerais bien moi aller voir Jean-Marc Guillot, lui parler. J'étais pas au courant que c'était un déchirement, que c'était en procès. Moi, je m'en suis pas mêlé. Je veux dire, c'est pas mon truc, c'est pas ma nature. J'avais à m'occuper de faire reprendre l'académie. Et Youssouf me dit surtout pas, c'est interdit. Il habite là-bas, mais c'est interdit. Tu vas par le club, c'est interdit. C'est mis à oubli. Et là, je dis pourquoi, etc. Et petit à petit, j'apprends les histoires, le passé et où ça en est. En fait, je pense que le club m'a amené pour faire repartir l'académie, pour dire l'académie est là, quoi. Ah ouais. Et donc, il n'y a pas eu forcément... c'est pas que tu as continué sur une lignée, toi tu es arrivé avec ce que tu savais faire et tu pas réfléchi. Heureusement. Ouais. Moi j'avais, en 2002 quand j'arrive, j'ai donc mes 26 ans d'éducateur à Caen quand même. D'accord. Avant le BEPF, je passe au formateur, et puis tout avant, BE1, machin, tu comprends. Donc j'ai 27 ans... alors je ne sais pas tout, on n'a aucune vérité, mais quand j'arrive, évidemment, que je passe sur mon foot, mes qualités, certaines personnes qui sont proches de nous deux, Arsène Wenger, qu'on a un peu en commun quand même. Je peux pas dire que je suis un ami Arsène Wenger, mais tous les ans, Arsène m'invitait à Noël. Donc pendant 20 ans, on a eu des discussions chez lui, machin. Bon, c'est un ami intime avec Jean-Marc Guillot. Et à chaque fois que j'ai vu ces gens-là, ou qui sont venus en visite ici, ils ont dit, mais... il y a beaucoup de choses en commun. Ouais, moi je trouve les termes que tu utilises. Mais non, mais moi Jean-Marc Guillot, c'est le SCO d'Angers 66-68, avec Albert Poli à ses côtés, Margotin, je connais l'équipe par cœur. Moi j'avais 10 ans, 11 ans, c'était mes idoles, j'avais le poster de Jean-Marc Guillot dans ma chambre, et le SCO d'Angers champion de France cette année-là, Jacques Mouilleron stopper que j'ai eu en coach plus tard, je connais par cœur le 4-2-4 de cette équipe du SCO. 4-2-4. Et Jean-Marc Guillot au SCO, puis à Nice et puis en équipe de France, c'est une de mes idoles, c'est comme Henri Michel. C'est une figure exceptionnelle, c'est un poète, dans le bon sens, c'est un artiste. Donc moi, en tant que joueur, j'avais ce style-là. J'avais le style Beckenbauer, Jean-Marc Guillot, Larquet, j'étais un créatif, j'étais un poète. On m'a dit un jour, j'étais libéraux, on était le poète de la défense centrale, ça m'était reproché que j'étais je jouais trop beau, quoi, le jeu pour le jeu. Donc en fait, mes sources d'inspiration, je suis né avec ces... Vous voyez, tu vois, donc Jean-Marc Guillot, c'est un fou génial. C'est un génie, c'est un fou génial, mais un génie d'abord, quoi.
mais qui a de la folie qui a jamais pu en France, etc., parce que tu rentres pas dans le cadre. Hein, mais toutes ces idées à la base. Après, quand ça se développe, tu peux toujours discuter du pour, du contre et pourquoi. C'est normal, ça. C'est comme l'Assemblée. T'es là pour discuter quand même, hein, pour échanger. Tu peux pas être d'accord sur tout. C'est ce qui fait avancer les choses. Hein, si tout le monde faisait la même chose en formation. Mais le tronc commun, tous les observateurs neutres très compétents m'ont toujours dit, mais on retrouve des trucs. Nous, à l'académie, c'est tout vers l'avant, je veux dire. C'est la technique, c'est tout vers l'avant. On veut absolument pas de choses vers l'arrière. On veut des prises de risques énormes, où on aura énormément de déchets. Mais plus j'ai de déchets, plus je suis content, parce que le gamin, il ose, il fait des choses, il crée. On veut aucune sécurité, on veut pas de temporisation, on veut pas de temps faible. Tous les termes à la mode chez les grands. Ça, c'est le football des grands. Le football des jeunes, c'est tout vers l'avant. C'est tout dans le positif, c'est tout dans la créativité. Maximum d'erreurs, ça m'arrange. Parce que là, on voit, mais le gamin, il ose, il s'exprime. Donc, on est là à l'académie et tu peux pas le faire en France parce qu'en France, tu as des championnats. Ouais. Ici, on a la chance de pas avoir de championnat. Donc, tu peux demander tout ça. Le matin du match, tu peux faire n'importe quelle séance. Musculation, athlétique. Tu peux faire ce que tu veux le matin et le lendemain du match. Mais ailleurs, quand tu as des championnats, la veille, tu fais pas comme ça. Tu fais dis attention, hein, on va s'entraîner court, hein, attention de ne pas vous blesser. Hein. Tu feras pas jeu de tête ou duel ou tacle 2 jours avant, parce que si tu as 3 blessés, tu peux plus jouer. Parce qu'on te fait quand même comprendre que dimanche, c'est le derby, en U15, en U17. Faudrait peut-être pas perdre le derby. Puis t'es 3e, faut aller dans les poules finales. Tu peux, si tu gagnes dimanche, tu peux aller dans les poules finales. Et fais gaffe parce que t'es pas loin du maintien si tu perds. Donc tout ça, toutes ces phrases-là que je te donne, c'est anti-formation. C'est-à-dire que t'es 100% de formateur, tu deviens à 50% formateur. Parce que 50%, tu calcules par rapport à ton match. Tu calcules le nombre de séances, tu calcules ton recrutement. Tu fais du recrutement au poste, qui est une connerie magistrale. J'ai 2 gamins sur 45 aujourd'hui, j'ai 2 défenseurs. Sur 45. Parce que j'ai pas de championnat. Donc c'est extraordinaire parce que ceux que je mets en défense à 4, c'est des milieux, des ailiers. Donc je les renforce. Je les mets une mi-temps, bien sûr. Je les mets pas 5 matchs de suite. J'en fais pas des défenseurs de métier. Okay. Mais je les renforce dans l'aspect défensif, dans l'aspect concentration, le gain du duel, sortir, couvrir, etc. Donc je complète. Mais je n'ai que 2 défenseurs parce que je ne pense pas que le talent à 10 ans, à 12 ans soit chez un défenseur. Un défenseur à 12 ans, on le met là parce qu'il est costaud, il va vite, il frappe fort, il tient la baraque. C'est pas le critère numéro 1 pour sortir à 20 ans. Tu vois bien qu'à 20 ans, si tu prends tous les joueurs professionnels et que tu fais une statistique un jour, les défenseurs à 20 ans, tu leur demandes à 10 ans, 12 ans, 14 ans à quelle place ils jouaient. Tu verras qu'il y en a 1%, pas plus. Moi, dans ma carrière, j'en connais qu'un, c'est Jean-Alain Boumsong, que j'ai failli recruter à Caen, qui est allé au Havre. On était en concurrence. C'est le seul qui m'est arrivé à 14 ans défenseur et qui est resté défenseur. Mais tous les autres, les David Sommet, les William Gallas, les Taforo, mais je t'en donne des centaines, même en équipe de France, de Sailly, Laurent Blanc, Thuram, Lizarazu. Tu prends toutes les grandes stars, ou tous ceux que j'ai pas eu, même si c'est pas des grandes stars. Tu as pas plus d'1% à 18-20 ans quand ils s'installent défenseurs. Ça veut dire qu'ils prennent la place à un moment donné d'un vrai défenseur, que tu as laissé défenseur tout petit. Mais défenseur tout petit, c'est quoi ton rôle? Tu stoppes le ballon et tu relances. Ouais. C'est très limité, tu dribbles pas, tu fais pas de 1-2, tu t'incorpores dans les combinaisons, tu centres pas, tu mets pas de but très peu, sauf sur corner quand tu montes. Donc le développement chez le jeune, il est extrêmement limité quand tu mets le bon joueur derrière. Donc c'est pour ça que le bon joueur, faut le laisser au milieu et devant, et surtout devant ailier. Ailier, parce que le poste d'ailier, tu dois savoir tout faire, et défensivement et offensivement. Donc le bon, il est devant, et il faut qu'on le laisse devant. Donc c'est pour une des grosses raisons pour les 45 que j'ai que 2 défenseurs, et c'est pas brillant les 2 défenseurs pour l'avenir. Encore une fois, l'ancien ailier, l'ancien milieu, il va prendre la place à 18 ans, 20 ans. Lorsqu'il passera plus ailier gauche, Lizarazu, quand il passe plus ailier gauche, il passe plus en 10. Taforo avec moi, Gallas avec moi, David Sommeil avec moi, Bernard Mendy avec moi, à Caen.
c'est tous des gamins qui jouaient avant-centre ailier, en minime cadet, parce qu'ils étaient puissants, techniques, rapides. Puis à un moment donné, ça passe plus, parce qu'il manque ceci, il manque cela. Ah, on les met au milieu, ah, ça va bien. Ça passe plus au milieu, on les met derrière, mais derrière, ils prennent tout de suite la place du gars qui a pas appris à dribbler, qui a pas de sens du jeu, qui manque de technique, parce qu'il a pas travaillé sa technique derrière. C'est mathématique, c'est une logique implacable. Donc si on sait ça par expérience, à l'arrivée, que de toute façon, c'est les attaquants 9 fois sur 10 qui vont piquer la place des autres, c'est pas la peine de prendre les autres. Faut surtout prendre des attaquants. Donc on se rejoint quelque part, Jean-Marc Guillou, je veux dire, dans la philosophie globale. Quand j'entends qu'en France, l'entraîneur des 15 ans ou des 17 ans ou des 13 ans me dit je cherche un latéral pour doubler les postes, je lui dis pourquoi tu cherches un latéral? Ben, j'en ai qu'un, il me faudrait un latéral gauche. Il est capable de prendre un joueur très moyen en tant que doublure en 15 ans de son latéral gauche. Parce que chez les pros, ça se passe comme ça. Ok, chez les pros, mais chez les pros, c'est un métier. Nous, on est en formation du joueur. Le pro, il entraîne l'équipe, il fait gagner l'équipe. Nous, faut pas faire gagner l'équipe, faut faire gagner le joueur. Donc, on n'est pas du tout sur le même football. Le football des grands, que ça soit amateur ou pro, mais l'équipe première est une chose. À partir de l'équipe réserve, c'est le football des jeunes, où on est là pour gagner le joueur. Et des fois au détriment du match, au détriment du recrutement, de l'équilibre d'équipe, de l'équilibre du recrutement. Tu penses pas que le quatrième milieu qui joue pas, 4-3-3, le quatrième milieu qui est sur le banc, tu penses pas que le quatrième milieu, il va te faire une doublure en tant qu'arrière gauche? Mais bien sûr, il sera même meilleur que l'arrière gauche actuel. En 15 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans, celui qui est sur le banc de touche, le premier milieu, il y a 9 chances sur 10 qu'il soit déjà meilleur qu'un latéral chez les jeunes. Tu vois? Parce que, donc, tu l'as dans ton effectif. Tu l'as, et puis tu fais un roulement, comme tu as 4-5 milieux, mais il faut prendre les meilleurs joueurs. Et tu t'arranges comme on fait là. Mais le championnat, l'inexpérience des éducateurs, bon, j'en suis à ma 52e quand même, année. Bon, mais au départ, on sait pas tout ça, quoi. Et comme tu es pris par le championnat, et le jeune éducateur, il est jugé sur sa performance. C'est ça le drame. C'est que les dirigeants, l'entourage... Ils vont plus regarder le score. Tes 15 ans sont bien classés. Hein. Ah, ils sont bien classés. Ah, quelle belle saison. Donc, un bon formateur. Avant, moins maintenant, mais avant, les clubs français gagnaient en 15 ans, 17 ans, parce qu'ils avaient un effectif, les présus, les machins... Il y avait, voilà, mais ça voulait pas dire que il y avait un bon formateur avec une bonne philosophie, parce que plus tard, les dirigeants se sont aperçus, ah bah oui, on est champion. Mais quand on regarde la photo de v'là 5 ans, v'là 10 ans, on n'a plus un joueur, on en a qu'un seul. Vaut mieux finir au milieu de tableau, en 15 ans, 17 ans, et avoir un groupe. On est formateur de joueurs. On n'est pas formateur de résultats. Ça n'empêche pas l'un et l'autre, hein. Parce que plus on travaille et mieux on travaille, c'est ce que je dis aux joueurs, et plus on va bien jouer au football, et plus on a de chances de gagner. Donc, tout ça c'est le même train, je veux dire, c'est le même cap qu'on suit, hein. Mais ne pas être obnubilé à la recherche, bon, c'est logique, mais les championnats, la championnite peut tuer, hein. Moi, je sais qu'en France et au Maroc, hein, quand j'avais des championnats, j'étais formateur entre 40 et 60%. Je le reconnais. Je m'en apercevais, parce que je dis attention. Dimanche, on va où? Ah, on va là. Bon, alors samedi, on va peut-être, puis vendredi, on va peut-être faire une connerie d'opposition. On va faire un semblant de, on va pas faire jeu de tête, on va pas faire de tacle, parce c'est trop près du match. Des conneries que tu dois penser en senior, mais pas chez les jeunes. Donc un formateur qui vient ici, il peut plus retourner en France, hein. Il peut plus. Oui, je pense que moi, le contenu, la liberté de contenu que j'ai là, je l'ai jamais eu ailleurs. Et je ne l'aurai jamais ailleurs. Et depuis 20 ans que je suis en Afrique, je le dis à chaque fois, c'est pas que je veux pas retourner, hein, que je renie ou je crache dans la soupe, hein. Je dis pas que la France... Mais non, il y a trop de liberté, là. Ici, je fais ce que je veux, quand je veux, mais je fais... Tu vois bien nos effectifs, les petits que tu as vus ce matin, ils sont 13 dans le groupe. Et demain et samedi matin, on va jouer du foot à 11. Donc, j'ai 2 joueurs sur le banc. Il suffit que j'ai un blessé. Donc, on n'est plus que 12. Il suffit que j'ai un malade, un blessé.
On peut pas jouer. Ben, on va jouer à 9, on va jouer à 8 sur un terrain plus réduit. Et puis, on n'aura pas de remplaçants. Avec des effectifs réduits, on n'est que 16 chez les moyens, 16 chez les grands. Avec, tu vois, 2-3 blessés, 1 ou 2 malades, t'as 1 ou 2 remplaçants sur le banc de touche. À chaque fois, maximum. Et je suis très content. Parce que tout le monde joue. Tout le monde joue. Tout le monde joue, tout le monde joue, et tout le monde joue. T'es buteur, tu marques pas 3 matchs de suite. Mais tu joues le 4e match. Parce que t'as personne en concurrence. La concurrence chez les jeunes, c'est une erreur. Pas tout le temps, mais trop souvent. C'est-à-dire que tu mets un gamin de 12 ans ou 16 ans, tu lui mets 3 mecs au poste. Bah, il est en concurrence. Ah, c'est c'est le meilleur qui va. Mais moi, j'ai eu des gars comme Frédéric Ney ou d'autres, mais qui ont fait carrière parce que justement, ils ont passé leur jeunesse jusqu'à 21 ans, 22 ans, mais ils ont toujours mis des buts. Toujours mis des buts. Et pourquoi ils mettent des buts? C'est parce qu'ils ont toujours joué. Et pourquoi ils ont toujours joué? C'est qu'au centre de formation, on n'avait que 3-4 joueurs sous contrat et que lui, il était dans une situation, entre guillemets, de non-concurrence. Et je dis que chez un jeune qui réfléchit correctement, c'est un atout, je pense, d'être sans concurrence. Surtout dans ces postes capitaux que sont les buteurs, voire les gardiens de but. Tu vois, des postes clés. Parce qu'il te faut une confiance en toi. Et dès que tu marques pas et qu'on met le 2e, puis le 2e marque pas, on va mettre le 3e, puis le 1er va revenir quand dans le truc? Tu remplis le doute. Je pense que l'adulte, c'est lui qui a des doutes et c'est lui qui a la peur. C'est comme la conduite. Un jeune pilote n'a pas peur. Un jeune coach n'a pas peur. Le coach qui est vieux, il a peur parce qu'il s'est cassé la gueule. Il a l'expérience de comme les vieux qui roulent en voiture. On dit, bah, ils roulent pas vite, mais forcément, ils connaissent que quand le verglas, la neige, ils connaissent les dangers. Donc, quand tu connais, et je pense que trop souvent, c'est l'adulte qui met le doute au gamin et la peur. Parce qu'un gamin qui arrive au monde, il a pas peur. Un gardien de but, par exemple, on a personne au poteau, ni au 1er, ni au 2e. Je refuse de mettre, c'est un exemple que je donne, hein, tout bête. Mais le gamin qui va traverser entre 8 ans et 18 ans sa formation pendant 10 ans, sans personne au poteau, ben c'est à lui, la petite surface, elle est à lui. Donc tu le protèges pas. Si tu le protèges au 1er et pourquoi pas au 2e, tout ça pour dire, mais oui, mais ça nous évite de prendre des buts, donc de perdre des matchs. Ok, mais tu protèges le gardien. Mais quand tu le protèges, tu l'affaiblis. Tu l'amoindris, tu gagnes pas de sa personnalité. C'est pas le déplacement qu'il aura à faire au 1er et au 2e. Il va falloir qu'il se déplace dans toute sa petite surface et qu'il prenne les risques et qu'il tente. Donc tu es en plein développement. C'est un exemple bête que je donne. Mais si tu veux développer le jeune à 100%, faut lui enlever tous les parasites là de doute, de peur. Faut lui enlever tous les boucliers. Faut pas lui mettre des protège-tibias, quoi. L'adulte, le formateur, il forme, mais il peut déformer. Je pense pas qu'un jeune ait peur. C'est nous qui tu vois, le fait de leur apprendre les bébés nageurs à nager, ils n'auront jamais peur de l'eau. Le petit qui monte sur des skis à 2 ans, 3 ans, mais il a jamais peur. T'en fais des champions parce qu'il n'y a pas ce sentiment. Mais apprends à faire du ski à 12 ans, tu seras jamais champion, je veux dire, ça n'existe pas. Apprends à nager à 12 ans, à 15 ans, apprends à lire et écrire à 18 ans, mais tu seras jamais champion. Tu sauras lire et écrire, mais tu ne seras jamais champion. Et les champions, il y a la technicité, donc la précocité de l'apprentissage, mais tu as surtout ils sont nés dans la marmite. Comme moi, je suis né au Stade Malherbe, donc je serai amoureux jusqu'à la fin de mes jours de mon unique club, le Stade Malherbe de Caen. Parce que tu es né dans la marmite. Mes parents étaient supporters, ils chantaient à les Malherbe, et je suis né, avant ma naissance, j'y étais déjà, tu vois. Donc, la peur, le doute, donc nous, formateurs, on a toute une réflexion. Et pour te rejoindre, ici en Afrique, tu peux exprimer, tu peux faire tout ça. Parce que ici, j'ai pas un dirigeant qui m'emmerde, j'ai pas un journaliste qui m'emmerde, j'ai pas un championnat qui m'emmerde, j'ai pas un manager qui m'emmerde, j'ai pas un conseiller qui m'emmerde, j'ai pas un parent qui m'emmerde. J'ai aucun emmerde, j'ai pas les mails, j'ai pas des réunions, donc j'ai 100%, je suis formateur à 100%. Ailleurs, je l'étais entre 40 et 60. Moi qui suis super formateur de base. Mais, encore une fois, tout ce que je te dis là, les championnats, les conseillers, les agents, les mails, les réunions, mais ça te bouffe ton côté, tu vois. Ici, comment tu fais pour tous ces gamins? Tu sais qu'il y en a très peu qui vont réussir à partir à l'étranger, même très peu qui vont devenir professionnels.
Comment tu travailles cet aspect psychologique pour le joueur pour pas lui casser ses rêves et en même temps le former? Faut déjà changer la donne quand tu dis l'objectif. Ouais. Si l'objectif, on est vainqueur chaque minute qui passe. Parce que chaque minute qui passe, quelle que soit la sortie, on sera vainqueur. Lui comme nous. Vainqueur, c'est quoi? C'est qu'il sort de son bidonville, il sort de son quartier, c'est en restant là-bas? Nous, on le teste, on le prend, on le forme, on le met à l'école, on lui apprend tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, piscine, machin. Ouais. Sa sortie, elle m'appartient plus. Je suis vainqueur 100%. Mon résultat, c'est pas que j'ai formé 8 internationaux français, Bill Chateau au Cameroun. C'est pas mon seul résultat. C'est tous les milliers que j'ai eus, que j'ai guidé, que j'ai accompagné, que j'ai donné le maximum de moi-même. Je suis forcément vainqueur sur chacun d'entre eux. Parce que c'est devenu des gens bien dans la vie, parce qu'ils ont fondé une famille, ils se sont mariés. Quand ils ont des enfants et qu'ils m'envoient, j'ai ma première fille, j'ai mon deuxième fils, ou je les croise par hasard comme ça dans la rue ou sur Internet, mais je suis fou de joie, quelle que soit leur situation. C'est pas parce que il y en a qui ont terminé internationaux que ça change quoi que ce soit. Donc c'est une philosophie de départ. Moi, mon métier, je suis formateur des joueurs, et quand je dis former l'homme pour avoir plus de chances de gagner le joueur, une fois que tu as formé l'homme en faisant le maximum de football possible, tu es forcément du côté des vainqueurs. Tu as rendu les gens heureux, tu es heureux toi-même et tu as rendu les autres heureux. Les gamins, tu les croises, ils sont pas tous là, les 2/3 rentrent que cet après-midi. Mais les petits, ils sont heureux. Mais avant, après l'entraînement, ils sont à l'école, ils font la sieste, mais ils sont heureux. Ils sont heureux. Donc quand ils sont heureux, tu es du côté des vainqueurs ou tu as loupé ton truc? Donc c'est pas le résultat final, formateur de joueurs. Tu vois, après, il y a d'autres obstacles, il y a d'autres milieux. Donc comment on fait? On fait notre maximum avec notre cœur. On passe nos journées, tu l'as dit. On est des passionnés, Vous donnez votre vie à ça. Quoi. Ah oui, mais les anciens instituteurs, machin. Maintenant, ça se complique avec plein de problèmes. Mais les anciens instituts, c'était un sacerdoce. Tu rentres comme tu rentres dans les ordres. Tu confies ton truc. Moi, je suis un missionnaire. Je confie ma vie, encore plus maintenant que mes enfants sont grands, sont restés en France. Ma femme est restée en France, encore plus, de tout temps, parce qu'ils m'ont toujours accompagné à 100%. Mais encore plus que là, je suis tout seul et que je finis ma carrière. Si je te dis 1000%, c'est 1000%, quoi. C'est pas 100%, quoi. C'est 8h30, 20h30, je suis déjà endormi. On m'appelle à 9h, tu m'appelles et je vais pas te répondre, hein. Parce qu'à 5h, je suis debout. Et qu'à l'âge que j'ai, si je veux avoir la pêche comme j'ai ce matin, avec les petits puis avec toi, il va bien falloir que je dorme 8h, 8h30, 9h par nuit. Tu comprends? Donc ça, c'est la passion, c'est l'amour. L'amour des gens, l'amour des rencontres, l'amour du football, l'amour du football des jeunes. Tu vois, si t'as pas l'amour, la passion, si t'as ça, que tu sois grand formateur, sorti des grands joueurs ou pas des grands joueurs, c'est pareil. Tu vois, t'es missionné. Moi, je suis missionné pour faire ça dans ma vie. Merci Pascal. Je te souhaite de continuer. Je souhaite à la SEC et au football de continuer à t'avoir longtemps. Et à très bientôt. Ok. Merci beaucoup. Cette discussion avec Pascal Théo est de celles que l'on n'oublie pas. Comment faire de la formation quelque chose de simple et logique? Cet échange m'a rappelé ma chance de pouvoir passer ces moments privilégiés avec des personnes si inspirantes et passionnées par leur métier. Voilà, vous venez d'écouter le 48e épisode de En dehors de ma surface et le 3e de la série spéciale Côte d'Ivoire. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode de la série avec une belle immersion dans l'académie de Yamoussoukro FC. Et n'hésitez pas à faire un tour sur podio.fr, P-O-D-2-I-O, le site de référence pour retrouver les meilleurs podcasts du moment. À bientôt!